Alors, aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit, disons-le particulièrement acéré, du polémiste Philippe Muret. On va se servir de son journal intime, et plus précisément du mois de janvier 1996, pour décortiquer sa vision du monde, son mépris de la modernité, et surtout sa réaction absolument féroce face à un événement qui a paralysé la France. Accrochez-vous, parce que c'est une plongée sans concession dans une pensée pour le moins radicale. Tout commence avec cette citation d'Ionesco, choisie par Muret lui-même pour ouvrir son journal. C'est un paradoxe qui, en fait, donne parfaitement le ton. Dans un monde qu'il trouve vide, sans événements qui ont du sens, tout semble pourtant s'accélérer vers une sorte d'absurdité générale. C'est ça son point de départ pour observer le vide de notre époque. Et dès la première page, le 1er janvier, l'ambiance est posée. Pour Muret, la nouvelle année, ce n'est pas l'espoir, non. C'est un constat d'ennui, de dégoût. Le ciel est gris, la mer est grise, tout est gris. Et au milieu de ce décor, il voit le symbole parfait de ce qu'il déteste, des joggers, qu'il qualifie, sans aucun filtre, d'imbéciles. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce qu'il note dans son journal ce jour-là. Il ne cherche pas le grand événement historique. Non, il catalogue une accumulation de faits divers, à la fois banals et violents. C'est une espèce de litanie macabre qui, pour lui, révèle la vraie nature de l'époque. Une société où la fête tourne mal, où la violence éclate en famille et où les loisirs se terminent en drame. Bref, sa vision de la décomposition sociale. Et pour bien comprendre d'où il parle, cette référence à Gide, elle est essentielle. Muret se reconnaît totalement dans cette peur qu'exprime Gide face à quelqu'un qui voudrait l'enrouler pour une cause, quelle qu'elle soit. Pour Muret, c'est clair, un écrivain doit refuser de servir. Rien ne doit passer au-dessus de la littérature. Ni la politique, ni la morale, rien. C'est la profession de foi d'un homme qui choisit délibérément de rester en marge. On en arrive à son grand diagnostic, le cœur de sa critique, l'idée d'une société infantilisée. Pour lui, si le monde est si absurde, c'est parce qu'il régresse. On retourne tous en enfance. Et pour illustrer ça, il tombe sur le slogan d'un best-seller. Et pour lui, cette phrase, c'est une pépite. C'est le résumé parfait de la bêtise sentimentale de l'époque. Cette fameuse recherche de soi, le culte du cœur, de l'authenticité, c'est tout ce qu'il exècre. Le symptôme d'une société qui a peur de la complexité, peur de devenir adulte. C'est à partir de là qu'il va forger un concept satirique génial, la bébéphilie. Attention, ce n'est pas une perversion, c'est une métaphore. C'est le comportement de l'homme moderne qui, une fois les grandes guerres idéologiques terminées, ne cherche plus qu'une chose, le confort, la protection, bref, redevenir un bébé. C'est son parti robot de l'individu postmoderne. Et pour que l'image soit bien nette, il nous décrit un rituel complètement absurde, mais très parlant. Imaginez la scène, un cadre sup, un homme de pouvoir, qui met une couche culotte sous son costume 3 pièces avant d'aller voir sa nounou. Et là-bas, c'est le grand jeu. Le bain avec les canards, le talc, le petit pot. C'est une caricature, bien sûr, mais elle sert à rendre sa critique hyper concrète. Et là, c'est le coup de grâce. La phrase qu'il imagine dans la bouche de la nounou. La nuance est capitale. On n'est plus dans le jeu, dans la simulation. La régression est devenue totale, achevée. L'homme moderne n'est pas quelqu'un qui joue au bébé. Il est un bébé. C'est le sommet de sa satire. Et au milieu de ces réflexions, un événement va survenir. Un incident qui va servir de détonateur à toute sa pensée. Il l'appelle la mort d'un vampire. Le 8 janvier, la nouvelle tombe. L'ancien président, François Mitterrand, est mort. La France entre alors dans une période de deuil national, d'hommage quasi unanime. Mais pour Muret, ce n'est pas du tout un moment de tristesse. C'est un moment de vérité. Voilà sa réaction à chaud, écrite dans l'intimité de son journal. C'est brutal, c'est viscéral. Aucun respect, aucune retenue. Il parle de charogne, d'ordure, et ici de vampire. Cette joie féroce, c'est un acte de dissidence absolue face à l'émotion collective qui déferle sur le pays. Ce tableau résume parfaitement le gouffre qui le sépare du reste du monde. D'un côté, le discours officiel, les médias, qui parlent de ferveur, de consensus, de respect, et de l'autre, son journal, qui déverse un vocabulaire d'une violence inouïe. C'est vraiment le choc entre la façade sociale et sa vision à vif de la réalité. Ce qui l'inquiète le plus, au fond, ce n'est pas tant l'hommage en lui-même, mais son unanimité. Il se souvient que pour De Gaulle ou Pompidou, il y avait des réactions plus nuancées, un mélange de respect et de moquerie. Là, il ne voit qu'une ferveur aplatie, un consensus sans la moindre fissure. Et pour lui, cette unification de l'opinion, c'est un symptôme extrêmement dangereux. Alors, la mort de Mitterrand devient pour lui l'occasion parfaite de s'attaquer à une des grandes idoles de la modernité, une vertu que le président prétendait incarner, la transparence. Il lit cette phrase noir sur blanc dans le journal Libération. La mort de Mitterrand est donc présentée comme un moment de vérité, où les masques tombent enfin.
Eh bien, Murray va prendre cette affirmation et la retourner comme un gant. C'est la question fondamentale qu'il pose. Et si cette vertu moderne, cette obsession de tout montrer, de tout dire, n'était en réalité que le meilleur outil pour cacher la vérité? Et si la transparence c'était, en fait, le mensonge ultime? Et pour le prouver, il s'appuie sur les faits qui éclatent après sa mort. La chronologie est juste implacable. Dès 1981, Mitterrand promet d'être transparent sur sa santé. Quelques mois plus tard, il apprend qu'il a un cancer et il décide de le cacher. Et pendant 14 ans, des bulletins de santé mensongers vont être publiés. Donc non, la mort ne révèle pas la transparence, elle révèle le mensonge qui s'est caché derrière cette promesse. La conclusion de Murray est d'un cynisme absolu. Pour lui, la transparence n'était pas un idéal, c'était une arme. Elle a servi à dissimuler. Et il va même plus loin, il émet l'hypothèse que c'est le plaisir de transgresser sa propre règle, ce jeu permanent avec le secret, qui a, paradoxalement, maintenu Mitterrand en vie si longtemps. Et pour finir, on va voir comment Murray étend son analyse à l'héritage de cette époque, à ceux qu'il appelle, avec un mépris total, les socialistes chromosomiques. Au-delà de l'homme, il vise toute une génération. Il est littéralement horrifié par les témoignages des jeunes qui pleurent le président. Il collecte leurs phrases comme des pièces à conviction. Celle-ci est particulièrement parlante. Le socialisme n'est plus un choix politique, une conviction, mais une sorte de transmission génétique, quelque chose qu'on a dans le sang. Pour Murray, c'est la négation même de la politique. Cette autre phrase, qu'il entend partout, est tout aussi révélatrice pour lui. L'identité politique de cette génération, elle est calquée sur celle des parents. Le moment fondateur, ce n'est pas une révolte personnelle, c'est une fête en famille. C'est une victoire vécue par procuration, littéralement sur les épaules du père. Et cette dernière citation, c'est le bouquet final. Elle résume tout. La figure paternelle du président n'a pas été combattue, non. Elle a été une source de confort, de bonheur. L'individu n'a rien construit, il a tout pris. Pour Murray, qui pense beaucoup avec la psychanalyse, ça veut dire une chose terrible. C'est la fin du conflit oedipien, la fin de cette rébellion nécessaire contre le père qui est censé construire un adulte. Et c'est sur cette question vertigineuse que se termine son analyse, et la nôtre aussi. Dans un monde où les anciens rebelles sont les parents, et où être d'accord avec ses parents est devenu la norme, le conflit disparaît. Murray nous laisse avec cette interrogation. Si la rébellion elle-même est récupérée, transformée en tradition familiale, que reste-t-il à faire? Contre quoi? Contre qui peut-on encore se révolter?